on essayait tout autre chose, une nouvelle politique, une nouvelle société. C'est le grand angle de 64 minutes. Il y a déjà la nouvelle gauche, Syriza en Grèce, Podemos en Espagne. Il y a aussi ces mouvements citoyens qui émergent, comme celui de Tout autre chose. Des mouvements qui rejettent l'austérité et défendent une nouvelle société plus solidaire. Bonsoir Arnaud Zacharie. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général du CNCD 11-11-11, autrement dit le Centre de coopération au développement en Belgique, un centre qui rassemble 90 ONG. Et vous faites partie du mouvement Tout autre chose, un mouvement citoyen qui appelle au changement, comme son nom l'indique. Alors, je vous propose de regarder l'une des images du week-end. Vous allez tout de suite les reconnaître. Alors, l'image en France, puisqu'il s'agit d'Arnaud Montebourg et Yanis Varoufakis, ensemble à Frangy en Bresse, rebaptisé Frangy en Grèce. Alors, ce sont deux révoltés de la politique européenne, mais aujourd'hui, ils sont sur la touche. Est-ce que vous les voyez comme des héros anti-libéraux ? Certainement pas. Je les vois comme des représentants politiques, comme des décideurs politiques. Donc moi, en tant que citoyen, en tant que représentant de la société civile, ce que j'attends des décideurs politiques, c'est qu'ils prennent précisément des décisions politiques concrètes. Donc je ne vais certainement pas me satisfaire de postures médiatiques. Ce qu'on attend donc des politiques, c'est d'arriver au gouvernement et de prendre des décisions, de passer quelque part des paroles aux actes. Alors des paroles aux actes, oui, mais on a vu l'exemple en Grèce avec Syriza qui est arrivé au pouvoir, beaucoup d'espoir et Alexis Tsipras, le Premier ministre, a quand même fini par plier devant l'Union européenne. Beaucoup se sont sentis trahis par cet accord qui a été signé en juillet. Est-ce que les motivations, même est-ce que les envies de changement ne se heurtent-elles pas à la réalité sur le terrain ? C'est clair que dans ce qui concerne la Grèce, elle s'est retrouvée complètement isolée par rapport à tous les autres États membres de l'Union européenne. Et donc, le petit pousset de l'Union européenne n'a pas pu supporter cette pression. Maintenant, ce qu'il faut, c'est une réorientation beaucoup plus importante de la politique européenne. Et quelque part, la Grèce n'est que le symptôme d'un mal qui est beaucoup plus profond et qui ronge la majorité des États membres de l'Union européenne. Alors aujourd'hui, on voit que Syriza se divise, il y a la formation d'Union populaire. C'est quand même un constat d'échec, non, pour Alexis Tsipras ou même pour ceux qui défendent tout autre chose comme vous ? Nous, on essaie de transcender les clivages traditionnels. Donc, Syriza, c'est un parti politique qui va se diviser, comme vous le dites. Ce qu'on attend, c'est de l'ensemble du monde politique qui défend des intérêts des citoyens, de la société civile, puisqu'on vit dans un monde où les firmes transnationales mettent des moyens de plus en plus importants en lobbying, comme on appelle ça, c'est-à-dire qu'ils vont demander l'appui de leur gouvernement pour défendre leurs intérêts. Et les citoyens d'Europe se retrouvent face à 28 gouvernements qui défendent toutes leurs firmes transnationales. Donc la solution pour la société civile, c'est de s'organiser justement pour mettre en avant des normes sociales, des normes environnementales, des normes sanitaires qui vont mettre des limites à cette course à la compétitivité qui est devenue le quotidien et la réalité de l'économie mondiale. Vous ne faites plus du tout confiance aux partis politiques ? Mais la confiance, comme je le disais, elle doit se concrétiser dans des actes. Donc je pense qu'il faut des partis politiques et qu'il faut des débouchés politiques. Si les citoyens se mobilisent et qu'ils n'ont pas de débouchés politiques, ça n'aboutira à rien. Maintenant, comme je le disais, ce qu'il faut, c'est plutôt que des slogans préélectoraux, ce sont des décisions politiques, parce qu'on voit trop souvent, avant des élections, des discours, et puis une fois que les élections arrivent, des décisions politiques qui ne correspondent pas aux promesses électorales. Mais l'accession l'arrivée au pouvoir de Podemos en Espagne, vous êtes confiant, vous êtes optimiste ? Le système politique en Espagne est très complexe, c'est un système proportionnel. Donc on va vers une atomisation politique en Espagne, mais de nouveau, je n'attends pas la solution d'un parti en particulier, je l'attends de l'ensemble de la classe politique pour justement avoir un nouveau souffle, comme Roosevelt par exemple a eu dans les années 30. On est un peu dans un même contexte de crise économique et sociale qui débouche sur des crises politiques, sur des crises démocratiques. Alors, il y a des nouvelles formations politiques qui voient le jour, mais elles sont là aussi pour remettre en question les partis traditionnels. Et comme je le disais, ce qu'il faut, c'est des majorités démocratiques qui prennent des décisions en faveur des intérêts des citoyens. Alors, il y a une cause qui cristallise cette mobilisation citoyenne en Europe, c'est le TAFTA ou TTIP. Il s'agit de créer une zone de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne. Alors un texte qui reste assez mystérieux, souvenez-vous, il y a quelques semaines, Julian Assange de Wikileaks, je vais y arriver, a offert 100 000 € pour en avoir une copie. Il a lancé cet appel, on l'écoute.
Si les parlementaires européens veulent consulter le texte du TAFTA, ils doivent appeler l'ambassade américaine pour obtenir un rendez-vous. Et ce n'est possible que 2 jours par semaine, 2 heures seulement. Seuls 2 députés sont autorisés en même temps. Dans l'ambassade américaine, ils doivent laisser tous leurs appareils électroniques pour qu'ils ne puissent pas faire de copies. Ils doivent accepter les règles de confidentialité et ils sont menés dans une salle sécurisée où 2 gardes de l'ambassade observent tout ce qu'ils font. Comment les parlementaires peuvent-ils comprendre ce qu'ils négocient pour l'Europe dans ces circonstances? Alors Arnaud Zacharie, je vais me faire un peu l'avocat du diable. On n'en sait pas grand-chose de ce projet, on vient de le comprendre, c'est assez mystérieux. Vous êtes contre, et comment peut-on être contre un projet qu'on ne connaît pas, en fait, ou mal? Parce qu'on décode d'abord des informations qui arrivent. Bon, d'abord, il y a le mandat des négociateurs qui était rendu public, justement, suite aux protestations des organisations de la société civile qui demandaient plus de transparence. Certains documents de négociation ont été mis à disposition sur Internet. Et puis, évidemment, les déclarations des différents gouvernements, des différents négociateurs. Et donc, cette addition d'informations permettent d'avoir un avis sur ce traité, mais au-delà du contenu, je veux dire, très technique de ce traité, il y a aussi son aspect stratégique et philosophique. À partir du moment où on pense, par exemple, que les problèmes de l'Union européenne sont des divergences internes et que donc l'Union européenne doit approfondir sa construction pour adopter des normes sociales, environnementales, sanitaires à l'échelle européenne, le fait d'aller négocier un traité, un grand espace transatlantique, un OTAN économique, comme l'a dit Hillary Clinton avec les États-Unis, le risque c'est de diluer l'identité européenne dans ce grand espace transatlantique, alors que la solution pour régler les problèmes européens, c'est d'abord de l'approfondissement de cette construction européenne, donc l'adoption de normes sociales, environnementales qui vont protéger les intérêts des citoyens. Oui, pour vous, l'Union européenne n'est pas assez armée face aux États-Unis. L'Union européenne n'a pas achevé sa construction, par exemple, dans des secteurs aussi stratégiques que l'énergie, on parle de la transition énergétique, que les télécommunications, on parle de l'économie digitale, que les transports par rail. L'Union européenne n'a pas de politique européenne intégrée, n'a pas de normes internes. Et donc, elle va aller négocier de telles normes à 28 États avec les États-Unis qui, eux, sont un seul gouvernement, un seul État et qui ont évidemment des normes uniques à l'échelle du pays. Oui, alors créer des normes uniques, ça inquiète beaucoup. On va regarder un petit film d'animation, justement, ça revient sur quelques inquiétudes qui nous touchent tous. Regardez. Voilà, qui parle à tout le monde, personne n'a envie de manger du poulet à la javel, mais c'est quand même un petit peu biaisé parce qu'on peut aussi trouver des accords. Je pense à cet accord qui a été signé entre le Canada et l'Europe qui interdit le bœuf aux hormones. Donc tout n'est pas aussi simple, justement, c'est pour ça que c'est aussi compliqué, non? Bien sûr, des accords. Ce qu'il faudrait, c'est en effet un accord qui réglemente davantage, qui régule les firmes transnationales à l'échelle mondiale pour justement défendre les intérêts des citoyens, comme je le disais tout à l'heure. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez pas du tout de zone de libre-échange ou vous voulez justement qu'on accentue les efforts sur ces accords, qu'on soit très vigilant? Ce qui est important de comprendre, c'est que vous venez de parler de zone de libre-échange, c'est en fait différent. On parle de négocier une convergence réglementaire. Pourquoi? Parce qu'on est déjà quasiment dans une zone de libre-échange. Les tarifs moyens dans l'Union européenne, c'est d'un peu plus de 5%, aux États-Unis de 3,5%. Donc il n'y a quasiment plus aucune barrière douanière à réduire, puisqu'elle n'existe quasiment plus.
plus. Ce dont on parle, c'est de convergence réglementaire, donc d'avoir les mêmes normes pour l'ensemble d'un marché transatlantique qui ensuite servirait de normes qu'on pourrait imposer au reste du monde et notamment à la Chine et aux autres pays émergents. Donc le problème, c'est que c'est une politique de confrontation par rapport au reste du monde, hein, de West is against the rest, c'est un peu le message qu'on envoie au reste du monde, alors qu'on a besoin, dans un monde qui est de plus en plus multipolaire, de se mettre d'accord avec ces grands pays émergents, avec la Chine et les autres. Il y a un sommet important en décembre à Paris, ici, sur le climat, par exemple. Hein, on parle aujourd'hui d'un lundi noir au niveau des places boursières mondiales dans la foulée de la Chine. Donc on a besoin, qu'on le veuille ou non, de la Chine et des pays émergents pour régler les grands enjeux mondiaux. Et ce n'est pas en négociant entre nous des règles transatlantiques qu'on voudrait imposer au reste du monde qu'on va régler justement ces grands enjeux mondiaux. Au contraire, on va inciter ces pays à eux-mêmes créer leurs propres règles de manière rivale et créer de l'instabilité dans le système international. Oui, c'est ce que vous répondez à ceux qui disent que l'objectif, c'est vraiment de doper la croissance, de freiner la montée en puissance des pays émergents. Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques, vraiment lui défend ce projet de libre-échange. Pour vous, ce n'est pas du tout la bonne solution. Il suffit de prendre l'étude qui a été commandée par la Commission européenne elle-même. Elle parle d'une croissance pendant 10 ans de 0,05% par an dans le meilleur des cas, alors qu'une étude américaine parle plutôt d'une baisse de croissance de 0,5%. Mais en plus, quand on regarde comment cette croissance serait redistribuée, elle serait redistribuée de manière tout à fait inégale, donc au profit des grandes firmes transnationales plutôt que des PME, au profit de l'agrobusiness plutôt que des filières locales en matière alimentaire, pour les revenus du capital plutôt que les revenus du travail. Bref, on va exacerber les divergences internes et les inégalités qui sont pourtant le problème auquel il faut s'attaquer d'urgence si on veut sortir durablement de la crise économique et sociale dans laquelle nous sommes depuis maintenant de nombreuses années. Donc on a un peu l'impression qu'on utilise un logiciel du XXe siècle pour régler les problèmes du XXIe siècle. Et ce sont des arguments qui font mouche, puisque vous avez déjà une pétition européenne avec plus de 2 millions de signatures. Est-ce que vous pensez que le citoyen est écouté ? Mais il ne l'est pas assez malheureusement. Pourquoi? Parce qu'en période de crise, le lobbying des firmes transnationales à l'oreille de nombreux décideurs politiques, maintenant en s'organisant comme on le fait avec cette pétition de plus de 2 millions de signatures. Il faut savoir aussi qu'il y a plus de 2000 associations de la société civile aux États-Unis qui eux-mêmes ont lancé une pétition. Progressivement, on se fait entendre et comme vous le disiez tout à l'heure, on ne sait pas encore ce qui se négocie puisque c'est négocié dans le plus grand secret, mais plus on va arriver vers la fin de ces négociations et plus ce qu'il y aura véritablement dans ce projet de traité sera connu et plus les décideurs politiques devront se positionner cette fois-ci non plus sur des fuites de négociateurs mais sur des réalités qui se trouveront dans un projet de traité pour lequel les parlementaires devront dire oui ou non. Alors des négociations qui ont pris du retard, quel est votre calendrier, vous en tant que citoyen engagé? Est-ce que vous espérez freiner ces négociations? C'est ce qu'on essaie de faire en tout cas. Maintenant, on sait qu'il y a des élections en 2016 aux États-Unis, donc la pression va devenir de plus en plus forte. À partir du moment où ce sujet sera dans un débat électoral, ça va devenir de plus en plus compliqué à le négocier. Donc c'est clair que les négociateurs vont tenter d'aboutir d'ici début 2016, mais que ce sont des sujets très compliqués. Il ne faut pas oublier qu'on parle de sujets souvent très sensibles, des OGM, du gaz de schiste, du bœuf aux hormones ou d'autres sujets de ce type-là. Donc ça va être très compliqué, à mon avis, dans les prochains mois pour les négociateurs. Eh bien, nous suivrons ça avec attention. Merci vraiment, Arnaud Zacharie, d'avoir été le grand témoin de 64 minutes. Et merci encore. Voilà.